Le deuxième sujet de cette soirée qui est placé sous le signe du calme, de l'apaisement, des fêtes de Noël et des rencontres familiales de fin d'année. Nous allons parler de la vente de munitions d'armes à feu pour les bureaux de tabac. Vous vous souviendrez peut-être que sur le live de la semaine dernière, on avait relevé qu'il y avait un projet de loi, qui maintenant est passé, que maintenant les buralistes pourront vendre des munitions pour les armes de chasse ou d'airsoft, ce genre de choses. Et ça nous avait surpris, surtout dans le contexte. On ne savait pas de quoi il s'agissait, s'il s'agissait d'armer une partie de la population ou d'encourager certains types de comportements. Donc là, cet article, en fait, ce sujet-là, on creuse en fait cette histoire. C'est un projet qui remonte déjà à plusieurs mois, enfin sa concrétisation, et là c'est passé donc début 2024, on pourra officiellement aller dans un buraliste et acheter certaines munitions. Par des articles ont un petit peu la même structure, donc on va prendre celui de Marianne. Les bureaux de tabac pourront vendre des munitions aux chasseurs dès janvier 2024. Le chef du service central des armes et explosifs auprès du ministère de l'Intérieur a annoncé que la vente de munitions de chasse dans les bureaux de tabac sera effective à partir du 1er janvier 2024. Ce mercredi 22 novembre, le chef du service central des armes et explosifs auprès du ministère de l'Intérieur était l'invité du plateau Chasson TV, la chaîne YouTube du principal site internet couvrant l'actualité du secteur. Attends, tu les trouves tout le temps, les entre sœurs-souris, sur ton sujet sur les rats, Chasson TV. Pas les rats, les surmulots, tu veux pas les stigmatiser quand même. On vous renvoie à la vidéo de la Tu es en semaine train de les dernière. stigmatiser même en les appelant sur vélo. Moi, j'appellerais ça des auxiliaires D'aide à la gestion des déchets. Oui, c'est pas que c'est pris dans le même panier, mais ça circule. L'occasion pour Jean-Simon Miranda d'annoncer que la vente de munitions de chasse dans les bureaux de tabac sera bel et bien effective à partir du 1er janvier 2024. Les chasseurs pourront donc désormais se fournir directement à proximité de chez eux, le buraliste le plus proche. La France compte actuellement 1 million de chasseurs actifs, mais il y a 3,5 si ce n'est 4 millions de titulaires du permis de chasser sur le territoire, a déclaré Jean-Simon Miranda. C'est quand même énorme. Tu vois, en fait, en proportion de la population, c'est quand même énorme. Je Oui, pensais pas qu'il y avait autant de chasseurs en France. Enfin, tu vois, je connais pas beaucoup de pas chasseurs. beaucoup de chasseurs, en fait, en réalité. Oui, mais tout ce qui est partie rurale de la France, c'est pas si rare que ça en fait. La moitié de la France, maintenant, plus de la moitié de la France est urbanisée. Donc, tu as 30 millions de Français dans les campagnes, et sur ces 30 millions, tu en as 4 millions quand même qui sont titulaires d'un Ah, permis de ce que je chasse. te dis, ça fait quand même une Ouais, belle proportion. c'est ça qui est cool. Ce dernier a supervisé la mise en place du SIA, Système d'information sur les armes. On y reviendra. Actuellement en train d'être finalisé et dont le principe est de faciliter les déclarations et les acquisitions des armes en France. Oui, faites attention quand on dit faciliter quelque chose, c'est un double tranchant, ça. D'ici le 31 décembre 2023, tous les chasseurs devront se mettre en conformité avec la nouvelle obligation, la création d'un compte SIA et le renseignement virtuel des armes détenues. Sur les chasseurs actifs, un peu plus de 600 000 comptes ont été créés, a ainsi détaillé le haut fonctionnaire. Cette transition numérique pour l'enregistrement des armes détenues par les chasseurs vise à sécuriser la procédure au niveau des armes. C'est la fameuse procédure qu'ils avaient mis en place il y a quoi, il y a un an à peu près, où ils demandaient aux gens de ramener des armes. C'était lié. C'est lié, ok. Ça intéresse nos concitoyens en ruralité. Mais elle va aussi ouvrir de nouvelles possibilités, comme celle de fournir en munitions de chasse chez son buraliste. Alors que de plus en plus de chasseurs utilisent Internet pour acheter des armes et qu'il existe de moins en moins d'armureries dans l'Hexagone, véridique, le chef du service central des armes et explosifs auprès du ministère de l'Intérieur rappelle d'ailleurs qu'il y a 30 ans, la profession en vendait déjà. Donc c'est quelque chose qui a été arrêté. C'est vrai que maintenant que tu me le dis, c'est vrai que j'ai entendu des personnes âgées dans mon enfance qui disaient qu'à l'époque, enfin il y a peu de temps, ils achetaient encore des balles. Ouais, des cartouches. Non, non, mais c'est vrai en fait.
Oui, C'est dans les incroyable années comment la 80, c'était mémoire, quoi? c'est incroyable comment tu perds les... C'est sélectif. Si tu penses pas, tu oublies, tu t'en sers pas, l'information, elle disparaît. Mais c'est bien aussi que moi, qu'il faut en parler avec tes parents ou tes grands-parents. Parce Ah oui, que c'est ça, c'était avec mes grands-parents que j'en parlais. Mhm. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible que d'autres professions puissent être à même de s'occuper des problématiques de SIA et puissent gérer la vente d'armes à terme? A ainsi demandé Baudouin de Saint-Léger, le présentateur de l'émission spécialisée sur la chasse. On va ouvrir la possibilité aux buralistes, et s'intéresse nos concitoyens en ruralité, de vendre des cartouches de chasse, lui a répondu Jean-Simon Miranda, en signant que certains chasseurs doivent faire 60 à 70 km pour s'en procurer. Cela oblige à en acheter et à en stocker beaucoup, ce qui n'est pas très optimal en termes de sécurité. La Fédération nationale des buralistes s'est montrée extrêmement intéressée par ce dispositif, a ajouté Jean-Simon Miranda, qui précise que dès le 1er janvier, les buralistes pourront se former en quelques heures à la réglementation sur la vente des cartouches de chasse et qu'ils seront adossés à un armurier. Est-ce que la formation, c'est un peu comme leur responsabilité sur la vente d'alcool? J'ai cherché, malheureusement, j'ai pas réussi à trouver la formation. Non, mais parce On que aurait droit à bon, des pépites. le discernement du buraliste, Oui, à la tête. Toi, t'es majeur? Ouais, ça va, t'es majeur. De toute façon, c'est pour ton grand-père, je le connais. parce que, allez, tu vois, t'as 15 ans. Mhm. Moi, je me rappelle, à 15 ans, tu pouvais acheter des clopes alors que c'était interdit, tu vois. Ouais, je me Et souviens puis aussi. même, tu pouvais même commander une bière au bar, hein. C'était à la tête. Qu'on se rassure, avec l'obligation pour les chasseurs actifs d'être inscrits dans le registre de la SIA, tout le monde ne pourra pas s'en procurer chez le buraliste en un clin d'œil. Non, il faut 2 jours de formation par Internet. Le SIA est le fichier des honnêtes gens. Si vous y êtes, c'est que vous avez été contrôlé, a assuré le chef du service central des armes explosives auprès du ministère de l'Intérieur. Voilà. Le SIA, c'est le fichier des honnêtes gens. Quand vous avez ce genre de phrase, c'est là qu'il faut se demander qu'est-ce qui a été fait, à quel dessein. C'est le fichier. Ils appellent vraiment ça le fichier des honnêtes gens. Et c'est comme ça qu'ils l'appellent, ce Véranda. On y reviendra. Mais d'abord, il faut savoir qu'il y a d'une côté les buralistes et de l'autre côté, il y a la Fédération nationale des buralistes. C'est Philippe Caux qui est le président de cette Confédération nationale des buralistes. On va écouter son interview. Ça dure 4 minutes 50. 4 minutes, et ça ira. Bonjour Philippe Coy. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes presque chez vous. On a passé la moitié de la semaine avec vous sur le stand des buralistes au Salon des maires, évidemment. Mais aujourd'hui, Philippe Coy, en tant que président de la Confédération des buralistes. Oui, Je peux faire une blague? Vas-y. En fait, c'est un pêcheur là qu'ils interviewent, c'est pas un buraliste. Pêcheur. Philippe Coy, il pêche la carte Coy. Dans les jeux, dans les noms pourris, voilà. C'est toi qui devrais être ban, en fait. C'est pas Vagabond. Oui, ils ont mentionné le congrès des maires de France. On vous en renvoie aussi à la vidéo sur les hausses des agressions envers les maires. Ça a été effacé par l'actualité, mais en fait, ça la rejoint. Pêcheur de cartes. Vous venez nous expliquer comment et par quel miracle on pourra bientôt acheter des cartouches de fusil dans les bureaux de tabac. C'est une nouveauté. Je ne sais pas si c'est un miracle, en tous les cas, ça sera une nouveauté pour le premier trimestre 2024. C'est une politique de bon sens, de rapprochement entre le ministère de l'Intérieur, les chasseurs et notre réseau de proximité. Vous savez, les buralistes, c'est le commerce qui est partout sur le territoire, essentiellement en ruralité. Et nous avons répondu naturellement à ce besoin dans les territoires pour rapprocher les chasseurs de leurs produits. Et nous aurons à cœur de faire ce service de nouveau. Alors, petite question quand même, parce que là où j'ai grandi, il y a toujours une armurerie, il y en a toujours eu. Alors, il y en a moins que des bureaux de tabac, bien entendu, mais est-ce que les armuriers vous reprochent pas de leur faire un peu de concurrence? Alors, vous faites bien de revenir sur ce sujet. Il n'y a absolument pas la notion de concurrence. Il y aura plutôt une notion de complémentarité dans le service, dans les territoires. C'est tout l'objet, bien oui, que Bah, les buralistes... il a raison. Sur ça, je suis d'accord avec lui, parce que les armuriers, il y en a tellement peu. Il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins, parce que ça devient très compliqué. Il y a eu tellement de mesures pour les permis. Enfin, en fonction des localités, ça devient compliqué. Totalement. Mais c'est vrai que je pense que ça va venir complémenter l'offre.
Oui et non, en fait. Parce que ça va encore plus enlever à la possibilité de... Parce que quand il y avait l'armurerie... Ouais, ensuite, on expliquera la formation, ça va être plus simple. On va en parler. Évidemment, de ce partenariat qui sera à mettre en place au coût humain en fonction des besoins de territoire. Quand on me dit qu'un chasseur fait 100 km pour acquérir ses munitions, qu'il est obligé de stocker, je trouve que là, nous sommes plutôt dans une politique de bon sens, de complémentarité des besoins. Exactement. Alors, quel type de cartouches pourront être achetés? Est-ce que tout le monde pourra en acheter? Alors, bien sûr que non, ce sera uniquement des munitions de chasse et pour pouvoir accéder à l'achat de ces munitions de chasse, il faudra prouver son intégration au SIA, au service d'enregistrement des armes, avoir son permis de chasse à jour. Il y a toute une procédure, ce qui fait que les confrères buralistes qui seront volontaires pour exercer cette vente suivront au préalable une formation validante et qualifiante. Oui, exactement. Ça va être une tâche en plus, alors une nouvelle corde à votre arc. Il a été payé par le gouvernement. Une formation validante et qualifiante, t'as l'impression que c'est les IB de Borne qui parlent de la formation. Le gouvernement aime beaucoup les buralistes. La Confédération marche main dans la main avec eux. Il n'y a pas eu de projet de loi. Ça sent le lobbyiste à plein nez, hein, quand même, le buraliste. Hein. Ouais. Et quand je cherchais une rencontre officielle, c'est qu'il est allé au ministère de l'Intérieur et il a échangé avec eux directement. Pas d'égal à égal, mais... Ouais, c'est un lobbyiste. Bien relevé, ça. Tiens, sans mauvais jeu de mots, mais c'est en tout cas intéressant d'en parler. Est-ce que ça demande beaucoup de travail et de formation que de vendre des choses complètement différentes qui passent du timbre au timbre fiscal en passant par les jeux de hasard pour certains, les cartouches de cigarettes et puis le café? Mais vous faites l'inventaire d'un métier qui se diversifie, qui se transforme, qui s'adapte. Et bien évidemment, ces adaptations passent par des formations souvent qualifiantes. D'abord, pour être buraliste, vous suivez une formation de 3 jours par notre administration de tutelle qui vous fait devenir buraliste, et si je peux dire ainsi. Et vous avez bien évidemment les services bancaires. Là aussi, c'est un agrément de la CPR. Vous pouvez payer vos paiements de proximité, c'est-à-dire vos fiscalités locales, chez un buraliste. Il y a une formation préalable pour le buraliste. Donc nous sommes un métier souvent contraint à une formation, et tant mieux pour le respect des réglementations. Et justement, aujourd'hui, puisque cette diversification, elle a déjà commencé, elle est bien... Tu vois que c'est pas un buraliste. Et tant mieux. Oui, j'aime avoir encore plus de contraintes à faire mon métier. Oui, donnez-moi. Et tant mieux, j'aime ça. Je connais j'ai des amis à moi qui sont justement buralistes. Tiens, non. Oui. Ah. Oui. J'ai un ami d'enfance qui tient un bar-café. J'en ai un deuxième aussi, mais dans 2 villes conjointes. Ils ne sont pas friands de contraintes juridiques supplémentaires. Non. Bizarre, ça. Non, puis il y a des aberrations. Tu sais, par exemple, tu sais, t'as le droit, donc tu payes ta licence pour pouvoir vendre du tabac, tu vois, dans le buraliste. Et ce que tu vois, donc tu payes très cher ta licence pour vendre du tabac. En plus, finalement, on m'a expliqué le tabac est contrôlé par les douanes. Ils ont des contrôles des douanes sur leur stock en perpétuel. Ils se font voler leur stock, ils sont dans la merde, c'est ce qu'on m'a dit. Parce qu'ils ont une pluie de paperasse derrière à faire. Donc en fait, être buraliste en France, c'est un cauchemar. D'autant plus, un de mes potes, il avait, tu sais, la carotte que tu vois là sur les buralistes. Elle était défectueuse. Il demandait en avoir une nouvelle. Tu veux rigoler? Tu sais combien la carotte? Ça porte bien son nom, la carotte. Non. Non, combien? 15 000 €. Donc, faut vraiment être motivé pour vendre du tabac, en fait. On parle bien du petit néon. De la carotte orange. Oui. Oui, alors, donc, du coup, il préfère garder sa carotte défectueuse. Un métier en berne. Non, mais tu vois ce que je te dis. Donc, du discours que j'ai des buralistes, ils sont pas dans la joie d'avoir des contrats administratifs, tu vois. Tu vois. Et puis, de toute façon, dans le texte, il a dit plusieurs fois formation qualifiante. Tu sais, ça, c'est vraiment, ça sent le gouvernement, ça sent le texte dicté et vas-y, dégueule, quoi. C'est pour ça qu'on rencontre directement chez le ministère de l'Intérieur pour se faire transmettre à la fois les directives et le vocabulaire à employer, la novlangue. Oui, puis là, oui, clairement, c'est la novlangue.
plus là encore pendant une petite minute. Entamé. Quelle est la proportion des revenus du tabac par rapport aux autres revenus à ce stade? Bien évidemment, le revenu principal est lié à la vente du tabac et nous sommes avant tout des débitants de tabac, des buralistes peut-être 2.0 aujourd'hui, engagés dans cette transformation depuis 2018 partout sur le territoire. Et l'objectif de cette transformation, c'est de continuer à exercer notre métier, de répartir équitablement nos revenus. Le produit du tabac aujourd'hui, c'est 60-50%. Et voilà un équilibre qui permet que nos établissements ne ferment plus et continuent plutôt à se développer, à recruter et à avoir de l'imagination pour faire bouger les lignes. Et on en est à combien de bureaux de tabac aujourd'hui? Alors, il y a 4426 buralistes aujourd'hui qu'on détermine dans la transformation évoluée. Il y a 23 300 buralistes sur tout le territoire. Vous voyez qu'il y a encore du travail pour la Confédération. Alors, même lui, le présentateur, quand il a entendu Buraliste 2.0, en voie de transformation, il a tourné les yeux. Ça. Et pour tout ce réseau de proximité, mais qui a aujourd'hui envie d'être au cœur de tous les territoires. J'ai souvent l'habitude de dire nous sommes les plus près des plus éloignés. C'est vrai en ruralité, c'est vrai dans les quartiers, et en tous les cas, c'est aujourd'hui la détermination que nous avons de faire bouger les lignes pour accompagner notre clientèle. Et la question rituelle, Philippe? Pour accompagner notre clientèle dans leur cancer. Ben, c'est pas nous qui allons protester sur certains points, mais la façon dont il s'exprime, et il présente ça comme une avancée, comme quelque chose qui était réclamé par les autres buralistes. Or, l'intention était un petit peu autre, en fait. En général, oui, ben, en général, les buralistes, ils voudraient juste faire leur métier, en fait. Mm-hmm. En fait, il faut savoir que à la base, les buralistes, ils tiennent ce qu'on appelle un café. Ouais. Parce que le café, c'est ce qui leur rapporte le plus. En termes de marge, faut que tu comprennes qu'un café, normalement, un café que tu vends 1,50 €, c'est du x13 en marge. Mm. C'est le produit où tu rapportes le plus d'argent. Ouais. Mais là, il a parlé de 60% de revenus pour le tabac. Non, c'est de la connerie. Mm-hmm. Pour moi, c'est de la connerie. Ils font jamais leur chiffre d'affaires, c'est 60% de tabac. C'est pour ça qu'il y a une forme de déconnexion entre ce président de la Confédération nationale des buralistes et les buralistes. Après, tout dépend. Tout dépend. Peut-être que dans les grandes villes, il doit y avoir des bureaux de tabac d'angle qui doivent faire que ça toute la journée. Donc, effectivement, que ça doit peut-être rapporter plus que les boissons. C'est possible. Mais je peux te garantir que la plupart des cafés, ils sont ruraux. Oui. Enfin, la plupart des buralistes cafés, ils sont ruraux. Et que je peux te garantir que c'est surtout sur les boissons qui font leurs chiffres. Plutôt que le tabac, d'ailleurs, on m'en dit, ça ne rapporte presque rien, mais on est obligé de le faire parce que c'est un service et c'est ce qui permet d'amener les clients à consommer des cafés, tu vois. Enfin, en gros, c'est ça, en fait. Ils veulent développer les services pour essayer de continuer à faire en sorte que les clients consomment des cafés. Du point de vue d'un buraliste, c'est comme ça qu'ils pensent. Mais là, justement, il s'agit, comme tu le dis, de ceux qui sont dans le monde rural. Parce que en ville, des armuriers, t'en trouves. Mais dans la zone rurale, c'est là que ça se complique. Mais je peux te garantir, en zone rurale, jamais 60% du chiffre. Et justement, c'est revenu déjà 2 fois, ce qui, en fait, a poussé le ministre de l'Intérieur à mettre les buralistes dans le coup, c'est d'imposer le registre de la SIA. Parce que pour acheter maintenant les munitions, il faudra présenter son inscription à ce registre, qui n'était pas obligatoire, ou du moins on pouvait ne pas être inscrit dedans quand on était chasseur, mais là, pour l'achat des munitions, il faudra passer par là. Donc tout le monde rural devra faire l'inventaire de ce qu'il a, des armes qu'il possède, pour pouvoir se fournir en munitions plus proche de chez lui. Alors qu'en même temps, il n'y aura donc plus la visite chez les armuriers. Les armuriers qui, en plus de te vendre les munitions, tu disais comment les utiliser. Une mauvaise munition dans un mauvais calibre peut faire exploser en fait toute l'arme. Tu peux te blesser, et puis tu peux te blesser ou blesser quelqu'un d'autre. La balle, elle peut partir, elle peut se bloquer dans l'arme, et justement, le coup peut partir. L'armurier, c'est 2 ans d'études. Là, c'est 4 heures. Ils ont réparti ça sur 2 jours, donc oui, 4 heures au minimum, 16 heures au maximum, avec une pause café. Hein. Donc,
C'est pour ça qu'il l'a imposé, pour pouvoir imposer le système d'information sur les armes. Moi, je pense que la prochaine étape, c'est à Auchan, tu pourras acheter tes balles, tes balles de fusil. Le ministère chargé de l'Intérieur, le SIA, est ouvert aux détenteurs d'armes particuliers majeures. Suivant les personnes ayant un permis de chasse, personne qui souhaite conserver une arme héritée ou trouvée et qui n'a aucun titre de détention, ni permis de chasser, ni carte de collectionneur, ni licence sportive des fédérations tir, baltrap, de ski, biathlon, etc. Personne qui détient ou souhaite acquérir certaines armes de catégorie C, qui n'a aucun titre de détention, ni permis de chasser, ni collectionneur. Il s'agit d'armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et des armes à feu de catégorie A, B, C, neutralisées, rendues inaptes à tir. Vous voyez, pour l'instant, ce registre était juste ouvert. Donc, on dit, vous avez le droit de vous inscrire sur un registre. Donc, les gens n'y allaient pas. Par le pion, on autorise les buralistes à vendre des munitions. Ils vont obliger la plupart des gens du monde rural à imposer ce système de registration à l'ensemble de la population. Ok. Le truc, c'est que ça pose aussi d'autres problèmes. Parce qu'il y a un instant... Voilà, c'est à partir de là que cet article est pertinent. Dans le journal 20minutes.fr. Quel cadre va poser le ministère de l'Intérieur? La vente de munitions va donc venir enrichir la large palette de missions dont les gérants de bureaux de tabac se sont emparés depuis quelques années. Relais colis, concierge, snacking, vente de journaux, gestion de colis postaux, etc. Mais ils ne pourront pas le faire librement. Il faudra d'abord obtenir la nouvelle certification vente exclusive de munitions, après une réussite à un examen faisant suite à une formation adaptée et ciblée de 2 jours, qui remplace le diplôme d'état d'armurier et le certificat de qualification professionnelle d'armurier. Pour rappel, 3 jours pour avoir le certificat pour devenir buraliste en formation, plus 2 jours de formation pour pouvoir vendre des munitions. Là où les armuriers avant passaient 2 ans pour avoir le droit de vendre des munitions. On abaisse en fait... Bon, après, c'est parce que je pense peut-être que les 2 ans, c'est parce qu'il y avait aussi stand de tir. Il y avait tout en fait. Donc forcément, il fallait assurer la sécurité avec les gens. Ben, c'est toute la sécurité qui passe en fait. Là, on va remplacer des personnes qui disaient que tu étais... qui donnaient les mesures de sécurité. Si vous voyez que vous pouvez trébucher sur quelque chose si c'est pas correct, pas quelqu'un juste qui va dire si tu as le droit. Tu vas avoir le droit d'acheter des munitions, mais si tu veux avoir des renseignements, tu ne les auras plus. Cette certification ne portera que sur la seule vente des munitions de catégorie C, pour la chasse principalement, et D, des munitions variées dont l'acquisition est libre majeure. Les buralistes qui auront validé cette certification devront ensuite obtenir un agrément de vente de munitions auprès du préfet ainsi qu'une autorisation d'ouverture de commerce, délivrée également par le préfet après avis du maire de la commune. Pourquoi ça fait débat? Si tous les acteurs du secteur conviennent qu'il y a un problème d'accès aux munitions pour les chasseurs, la solution du ministère fait tout de même des mécontents, les armureries. Déjà en voie de disparition, la plupart s'inquiètent d'une nouvelle concurrence. Si la marge réalisée par les buralistes fait encore l'objet d'une discussion, les bureaux de tabac seront plus chers que les armuriers, a tenté de rassurer Yves Goletti, président de la Chambre syndicale nationale des armuriers. Et si les armuriers se débrouillent bien et alimentent les bureaux de tabac, c'est un business pour eux aussi. Cependant, mais l'idée pourrait aussi mal passer dans l'opinion publique, d'une part en raison d'une faible popularité des chasseurs, régulièrement impliqués dans des accidents mortels, mais aussi des failles chez les buralistes, déjà cible privilégiée des braqueurs. Ça, c'est important. Diana Prine, c'est une question. Elle dit, mais je ne comprends pas d'où vient cette idée. Le ministère de l'Intérieur avait inventé en fait un registre pour l'enregistrement des armes qui existent en France. En particulier, ou plutôt en partie, celles qui ont été trouvées, héritées ou qui n'ont pas de titre de détention. C'est donc les armes les plus difficiles à localiser. Mais personne ne voulait s'inscrire à ce registre en fait. Donc, le ministère de l'Intérieur a inventé un petit truchement comme ça. On va autoriser des buralistes à vendre des munitions. Par contre, ils ne pourront vendre des munitions qu'à ceux qui sont sur le registre. Comme ça, on localise ces armes par effet de ricochet. Oui, parce que ça allait faire un flop, il me semble que... Venez dire si vous avez des armes chez vous.
Non, mais je crois qu'ils ont juste récupéré, 100 000 armes sur 3,5 millions, je crois qu'ils avaient dit. Parce que là, les chiffres ont été dégrossis. Hein. Ils pensent qu'il y a 3,5 millions d'armes en France, je crois, ou un truc comme ça. Mais à partir du moment où ils disent qu'il y a 1 million de chasseurs actifs, 4 millions au total de chasseurs, la plupart des chasseurs ont plusieurs armes. C'est plus que des collectionneurs, c'est des praticiens. Ils font la chasse aux cigarettes achetées à la frontière. Et la concurrence dans le pays, nos problèmes. C'est pas que vraiment les buralistes vont faire de la concurrence aux armuriers, c'est que les armuriers traversent déjà une crise. De moins en moins, c'est de plus en plus difficile d'être armurier. Mais en plus, ce qui faisait venir le client, ce qui le faisait revenir, ça va épuiser en fait le filon. Les gens vont se refermer sur leur buraliste juste pour les munitions, donc ils n'acquéreront pas de nouvelles armes, ni les conseils de sécurité qui vont avec. Et là, il y a aussi cette partie-là de l'article qui est importante, c'est que les buralistes sont déjà ciblés par les braqueurs. Le Comité national contre le tabagisme s'est aussi interrogé sur le caractère raisonnable de cette décision, affirmant que 2 buralistes sur 3 continuent de vendre du tabac à des mineurs en toute illégalité. Pour la vente de munitions de catégorie C, les buralistes devront impérativement s'assurer que le client est bien titulaire d'un titre d'acquisition valide, comme un permis de chasse ou une licence de tir, blablabla. Voilà. Et en fait, il y a aussi ça qui pose problème. C'est que les buralistes se font de plus en plus braquer. Là, pour les besoins en fait de cette opération marketing, il n'y a pas d'autre mot, ils ont dû lisser et cacher beaucoup de braquages qu'il y a eu sur les buralistes, alors qu'ils sont en constante augmentation. Par exemple, souvenez-vous, pendant les émeutes de l'été 2023, pour ceux qui... il y avait eu une armurerie qui avait été pillée à Marseille, 2 au total sur toute la France. C'est vrai, ils n'en ont pas reparlé depuis la politique de la transparence. C'est vrai que ce que tu dis, ils en ont vite fait parler, mais est-ce qu'ils ont retrouvé les armes? Ils disent qu'ils avaient retrouvé une personne avec un fusil. Sur 2 armureries. Vagabonde, est-ce que ça veut dire que les buralistes devront être armés? Je vois mal quelqu'un vendre des munitions sans possibilité de se défendre. On va voir les différentes parades qu'ont les buralistes, mais globalement, non, ils vont casse-pipe. Après, ce qui dit Sweet Home Alabama. Oh, là, America, fuck yeah. Ouais, mais c'est pas toi qui es en charge de la production musicale de cette partie de la soirée. Peut-être heureusement. On aurait des doigts d'auteur à passer. Tout à fait. Hein. On a une armurerie qui a été pillée d'après les informations BFM TV, avec plusieurs fusils qui auraient été dérobés. On n'a pas encore le nombre exact, mais on a dû quitter les lieux avec notre journaliste reporter d'images. Ce sont en fait nos gardes du corps, nos agents de protection, qui ont pris la décision de nous exfiltrer. Pourquoi? Parce que sur place, c'est des scènes d'intense violence où justement on a été pris à partie par un groupe d'une trentaine de jeunes cagoulés justement, qui ont voulu nous frapper, qui se sont avancés, qui après ont voulu nous jeter des éclats de verre. Nous avons dû battre en retrait, reculer. Ensuite, ils ont donc décidé de nous rapatrier chez nous. Donc, nos collègues aussi, journalistes d'autres chaînes, France 3, CNews également, ont dû eux aussi partir de centre-ville, parce que tout se déroule justement rue Saint-Féréol, dans l'hypercentre de Marseille. Bref. Il y a eu 2 armureries qui ont été pillées durant toutes les émeutes. C'est pas facile, mais oui, des armureries ont été pillées. Et on l'a mentionné. Par contre, on n'a pas mentionné une chose. Ou alors, si, c'était sur le coup, ça a été dévoilé, mais ensuite, on a vite retu l'affaire. C'est que pendant la même chose, il y a eu presque 500 buralistes qui ont été sinistrés par les violences urbaines. Vous voyez déjà le ratio, hein, 2 armureries versus... Maintenant, t'as le prix sur la carotte. Elle doit coûter cher parce qu'elle est nouvelle, celle-là. J'arrive pas à comprendre comment il fait passer le truc que c'est 15 000 € la carotte. Je sais pas, c'est fait avec de l'uranium enrichi, c'est quoi? Soutien aux 429 buralistes sinistrés par les violences urbaines. Plus de 5 jours après les violences urbaines partout en France, la Confédération déplore plus de 429 collègues durement touchés par les émeutes. Une dégradation choquante de l'établissement estimée à plus de 15 millions d'euros de dommages.
La Confédération des buralistes dénonce et s'indigne des pillages, saccages, commerces, dont presque 500 buralistes durant ces derniers jours d'affrontement. Bah, c'est bien. Ça fait beaucoup de munitions. Mais justement, c'est là le double langage. Maintenant, il faut dire que c'est des zones sûres, les buralistes. Mais là, on a vu, déjà en été, c'est déjà une cible. Pourquoi? Parce que les buralistes sont un commerce de proximité, toutes les zones de France. Et déjà que si c'est la carotte qui coûte 15 000, alors tous les systèmes de sécurité qui vont avec. Non, par contre, il y a un truc que je comprends pas quand même. Mhm. Cette loi, elle a été, ils l'ont décidé quand en fait? Ça a été décidé, ça a été délivré par mandat, c'est ça, par Ouais. le ministre. Il n'y a pas eu de loi de loi votée. D'accord, mais ça date de quand? Donc, 23 novembre. Ah ben, mec, t'as l'impression que c'est volontaire, quoi. Ils sont en train d'énerver les gens et leur donnent accès aux munitions, quoi. Oui. Et Ah en même ben, temps- enfin, je Ouais. fais le parallèle avec ce qui s'est passé à Crépol, quoi. Mais c'est exactement ça. C'est, voici l'allumette, voici la dynamite, allez au bureau de tabac pour aller jeter l'allumette. Mhm. Ça fait des années que maintenant il y a des violences de plus en plus profondes sur les buralistes. Déjà que c'était pour voler des cigarettes ou des tac au tac, ce que tu veux. Ouais, ce que tu veux. Voilà. Mais maintenant, s'il Des y a aussi des munitions. munitions, ça va que se renforcer en fait. Et non, les buralistes ne sont pas armés ou que rarement pour se protéger. Puis ils donnent à disposition en fait des munitions pour des personnes qui braquent. C'est une sorte d'antéversion américaine où tout le monde a accès à des armes, mais les munitions c'est plus contrôlé. Ici, tu auras les munitions qui seront plus facilement disponibles. Il y a des petites réactions sur Twitter. Sur le tabac du village. Mhm. Maintenant, ça parle de quoi qui peut rester un peu se cambrioler, oui, bon, faut ça, on l'avait déjà parlé. Là, ça c'est intéressant. Il y a eu une réaction directement à chaud. Parce que nous, on a eu là le président de la Confédération des buralistes, qui a un discours hors sol, on va dire. Mais les buralistes eux-mêmes ont une autre vision, en fait, de la même situation. C'est une aberration pour nous tous. Alors pour les braquages, je suis complètement d'accord avec ceux qui ont dit ça, parce que clairement on est déjà à haut risque. Donc là, Oui, ça va encore bien plus sûr. le faire, ça c'est sûr. Et moi, je vais vous dire, le gouvernement, il a juste voulu nous faire avaler la pilule des augmentations de tabac parce qu'on en a ras-le-bol de encore subir une augmentation en janvier. Ils se sont dit, tiens, on va leur rajouter des petites munitions, comme ça ils se tairont, les buralistes. Certains buralistes de France sont en souffrance. Ça reprend le discours que je t'ai dit. Ouais. En augmentant le prix du tabac, les buralistes vont avoir une plus grosse difficulté. Donc, la carotte, c'est la vente de munitions. Faut dire, regardez, on est quand même sympa, on vous donne la possibilité d'augmenter votre offre. Mais le tabac, il monte. Mais non, mais attends. Je pense qu'il y a un peu plus que 4 millions de fumeurs. Enfin, tu sais, il y a une saison des chasses. C'est une saisonnalité. Oui. Donc en fait, c'est des miettes. Enfin, même si on regarde l'aspect business, c'est des miettes. Totalement. Ce qu'ils vont récupérer, ils vont vendre une boîte de, ils vont vendre une boîte de balles tous les mois, tu vois, ça va être ça, tu vois. En moyenne. C'est le lot de consolation, tu vois, la petite peluche moche qu'on donne aux enfants qui ont participé à un téléthon, un marathon. Le prix du mérite. Mais par contre, le discours de la femme reprend exactement, j'entends. Mais de toute façon, la législation. Et puis même, elle te parle du prix du tabac. En vrai, moi, des buralistes que je connais, ils m'ont dit, quand il y a une augmentation, ça les emmerde. Pendant un mois, ils sont un peu pénalisés. Genre, les gens, ils sont vénères, ils viennent pas au bureau de tabac, puis après, ça repart comme l'an 40, quoi. Ouais. Il y a toujours, comme ça, une petite carence d'un mois à chaque augmentation. Et le gouvernement continue, en fait. C'est pas une politique anti-tabac, c'est qu'il augmente les taxes parce que le tabac, ça rapporte quand même. Sauf qu'après, là, je pense qu'au bout d'un moment, effectivement, je pense que les buralistes, là où ils s'inquiètent, c'est pas que le prix augmente du tabac, c'est qu'ils savent très bien que les gens n'auront plus les moyens de suivre. Et puis bon, je te dis, je pense qu'il y en a... c'est beaucoup trop de paperasse, le tabac, puis même la gestion des stocks.
sont obligés d'enfermer même leur club dans des coffres-forts. Hein. La législation, c'est ça, hein, leur stock de cigarettes est contrôlé par les douanes et ils doivent planquer. Avoir des mesures de sécurité drastiques. Voilà. On en revient dans des coffres-forts ou dans, tu sais, dans des placards sécurisés ou des trucs comme ça, tu vois. Enfin, il y a Diana Prince 61 qui dit, enfin avant, il y a Vagabond qui dit elle est bio la carotte, ça c'est vrai. Et Diana Prince 61, elle dit en fait la France c'est un cyberpunk cheap. C'est le cyberpunk de Shein. C'est la marque chinoise. Shine. Shein. Si, oui, on l'a vu dans le Digital Act, ils en parlaient. La Béchine. Chine la baie. Ouais, il faut chiner parfois. Ça, c'est un vieux documentaire. Ça a 5 ans, mais c'est déjà ça. Hausse de vol dans les bureaux de tabac. Le président de la Confédération des buralistes a reçu place Beauvau. Et le petit documentaire. Buraliste reçu cet après-midi. La Confédération des buralistes reçu cet après-midi au ministère de l'Intérieur. C'est une autre information RMC. Ce matin, les buralistes inquiets de la recrudescence des vols, plus 7% en un an. La hausse des prix du tabac fait des bureaux de tabac une cible de choix pour les braqueurs, ce qui pousse les professionnels à renforcer la sécurité. Comme la... Je mets sur pause 2 secondes. Ouais. Ça, c'est une des conséquences de l'appauvrissement et de la paupérisation des gens. C'est-à-dire que forcément, comme l'argent n'est plus dans les magasins qui sont trop sécurisés, on va aller chez les particuliers. Ouais. Le buraliste, c'est un commerçant, mais ça reste un particulier. Il n'a pas les moyens de se protéger comme une grosse structure. Donc, ça, et ce n'est qu'un début, et ça va continuer selon moi. Ça, c'est l'ordre logique des choses. Ce documentaire date déjà d'il y a 5 ans, rappelez-vous. Constaté Thomas Chupin pour RMC. Pour Nariman, qui tient ce bureau de tabac dans une petite commune de l'Essonne, le braquage c'était il y a 3 semaines. Là, c'est le rideau, un rideau de fer. Ils ont tout arraché. Ils sont venus jusque-là, ils ont cassé la porte, ils sont rentrés, et là, ils ont pris tout ce qui est vidéo, alarme, tout. 20 000 € de cigarettes volées en l'espace de... Exactement 13 minutes. Cagoulés, vraiment des professionnels, hein. De noir de haut en bas, avec la petite lumière. La patronne que tout le monde adore dans ce village est à bout. J'en ai marre. Je veux vendre. Je veux plus de ce métier. La fatigue d'une buraliste d'un côté, la bataille d'un autre à Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne. Ici, Laurent vous accueille derrière une vitre sécurisée. Personne ne doit pouvoir passer derrière notre zone caisse. Victime récemment de 3 braquages, il a tout prévu. Vous pouvez voir sur notre chemise que nous avons un bouton d'alarme de protection et nous pouvons filtrer les entrées. Sans parler des caméras et des 2 rideaux de fer. Le paquet de cigarettes à 10 De la façon dont il t'en parle, c'est incroyable. Il t'en parle genre, moi je m'en fous, je suis en sécurité dans ma bulle, dans ma cabine, personne ne peut venir. Et s'il y a quelqu'un qui vient, j'ai mon bouton. Je vais les appeler. Attention, je vais appuyer sur le bouton. Tu sais, ça me fait penser, tu sais, aux vieux. Enfin, aux personnes âgées, désolé pour le terme vieux, mais aux personnes âgées qui vivent seules. On leur met comme ça un bracelet avec un bouton, tu sais, pour s'ils chutent, pour qu'ils appellent. Ça me fait penser à ça, tu sais. Ça fait la peau des Simpsons, mais oui. 10 € d'ici 2020, ça entraîne une bunkerisation de notre profession. Parce que nos marchandises aujourd'hui valent de l'or. Un regret pour tous qui perdent évidemment toute proximité avec le client. On n'a pas besoin Je pense que ça, il y en a qui l'ont compris que ça valait bien. Les petits malins. Mais c'est ça. Donc, à la question plutôt, est-ce qu'ils ont le droit de se défendre? Ils ont le droit de se bunkériser. Mais déjà, ça a augmenté les agressions depuis des années. Oh, tu peux laisser... Non, d'accord. Non, c'est un autre sujet qui s'approche. Mais c'est ça. D'un côté, il y a les documentaires d'avant qui montraient que hausse d'agression, de braquage dans les bureaux de tabac. Là, quand le projet a été inventé, ça monte à peine quelques mois, bon, ils ont dû vite reconnaître qu'il y avait eu quelque chose pendant les émeutes, parce qu'on ne pouvait pas le cacher, hein, presque 500 buralistes.
Mais ensuite, on balaye tout sous le tapis et on dit non, tout est sécure, tout est bien, etc. Vous êtes dans votre petite cabine, tout va bien se passer. Finalement, à l'image de la société, tout le monde est dans sa cabine. Oui. Dans sa dans sa zone de confort, de sécurité. Mais ça, maintenant, les braquages ne vont faire qu'augmenter. Parce qu'en plus, maintenant, du tabac, les munitions aussi, ça se revend. Les braquages des buralistes, en fait, deviendront de plus en plus rentables. Bon, je pense quand même que les cigarettes, ça doit être plus facile à revendre que des balles. Hein. Oui, mais les balles vont devenir une denrée de plus en plus intéressante en France. Ben, s'il y a eu 2 armureries qui ont été braquées et qu'on n'a retrouvé qu'un fusil. Et que ce n'est Ouais, pas non, mais on des sait, Ouais. si tu veux mon avis, je sais très bien où elles sont. Elles sont finies justement dans les cités, quoi. Mhm. Bon, enfin bref. C'était pour présenter justement. Il ne s'agit pas de réarmer la France, comme on l'avait rapidement imaginé la dernière fois, mais il s'agit juste d'obliger les Français honnêtes à présenter leurs armes. Et ça passe par l'appauvrissement des armuriers et la mise en danger des buralistes. Il y a Vagabonde qui dit « Je trouve ça aberrant. J'ai participé à plusieurs tirs d'entraînement avec uniquement des personnes choisies et triées, où la sécurité prime malgré tout. » Ce que je te disais, les règles de sécurité, c'est les armuriers, c'est un truc de fou. Et la personne qui gère les munitions lors de cette journée, elle assurait un pistolet chargé prêt à tirer au moindre écart. Et de toute façon, même l'armurier te colle de manière à ce que si tu te retournes de manière un peu trop brutale, il puisse te coller en fait. Ouais. De manière à ce que tu finisses pas de te retourner. La vente des armes n'est pas c'est pas un jeu. C'est vraiment quelque chose d'ultra. En fait, je pense que les Français, je pense que malgré tout, ça serait responsabiliser quand même malgré tout les Français d'aller justement à un stage en armurerie comme ça, de tirer et de voir la responsabilité que ça implique de porter une arme. Parce que bien souvent, il y a une image fantasmée sur les armes, les gens pensent que c'est Call of Duty ou que c'est John Rambo, et je peux te dire que la première fois que tu tiens une arme dans tes mains, t'es pas fier. Tu sais l'importance, tu sais que ça peut tuer. Oui, qu'un moindre faux geste. C'est un peu, tu vois, moi je vois ça un peu comme la responsabilité, comme ta première heure de conduite à l'auto-école. Tu vois, la responsabilité de te dire que tu as un véhicule, même si tu as un moniteur à côté de toi, mais tu prends le contrôle d'un véhicule qui peut devenir aussi dangereux. Tu deviens responsable. Ta responsabilité s'engage. J'associe, tu vois, le port d'armes au même titre que de pouvoir avoir le droit d'exercer, de conduire un véhicule. C'est parfaitement comparable. Mais justement, d'une partie, tu as le public qui est nourri au Call of Duty, etc. De l'autre côté, tu as le dénigrement systématique des chasseurs et tout ce qui va avec. Comme une image rétrograde et compagnie. Sauf qu'ils sont utiles malgré tout, tu vois. On fera un sujet peut-être dessus, ça peut être intéressant sur les invasives. Et Vagabond dit, et là, c'est la vente libre sans aucun moyen de défense actif. Si, le monsieur, il est dans sa safe space avec son bouton, et il est fier de nous dire qu'il est dans sa cabine. Une vitre en plastique, bravo, super. Non, parce que sur Twitter, on peut en voir beaucoup des braquages des buralistes. Je les ai pas mis parce que voilà, je pense que c'est pas intéressant à montrer. Dans le sens, c'est pas pratique, mais c'est rapide, ça se fait. Il y en a de plus en plus. D'abord qui répond, ah ouais, quand même. Vagabond même des armes avec la moindre recul lors du premier tir reste impressionnant. Mais les gens l'oublient. C'est pas que les gens l'oublient, c'est que, étant donné qu'ils ne connaissent pas, ils peuvent pas savoir la sensation que c'est. Tu te rappelles toujours du premier coup de feu que tu as tiré. Tout comme tu te rappelles toujours du premier jour que tu as pris le véhicule. Tu vois, c'est des éléments marquants. C'est comme, on pourrait associer ça à une relation amoureuse, une première fois d'une relation amoureuse. Ralentis un petit peu. Oui, sur on dira pas plus loin. Mais ce sont des choses qui te marquent. Oui. Ça te fait toi un homme. Voilà. Ça te responsabilise. Non, pas forcément un homme, parce que c'est valable aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Oui, ça te fait toi un genre. Un genre d'homme. Oui, pour faciliter juste le remplissage d'un registre avec le système d'information sur les armes, on a débloqué tout un processus qui va mettre plus de gens en danger.
Les buralistes, on appauvrit en même temps les armureries, donc il y aura de moins en moins de conseils pertinents qu'on pourrait avoir à proximité. Et je n'ose imaginer ce qui va se passer dans les années suivantes, quand les braquages vont beaucoup plus se généraliser et qu'il y aura... Si les buralistes feraient pas opposition, mais n'utiliseraient pas ce système. Non, c'est pas ce que je dis pas, parce que les gens penseront que de toute façon, chez le buraliste, tu as une chance d'avoir des munitions. Donc tu braqueras quand même. Au pire, tu partiras avec des cartouches de Marlboro et la caisse. Mais les braquages vont s'intensifier. D'accord, commentaire. Vagabond qui dit sans chercher à blâmer les mauvaises personnes, mais la fiction et les jeux vidéo ont aussi tellement banalisé l'utilisation des armes à feu que les gens aujourd'hui ne se rendent vraiment pas compte du réel danger. Ah, c'est justement ce que je disais, Vagabonde. C'est une approche fictionnelle de l'arme, alors que si on est confronté pour de vrai, déjà quand on voit une personne armée dans la rue, ça change la façon dont on perçoit. Typiquement, la capacité à sortir indemne d'un ou plusieurs coups de feu. Qu'est-ce que tu entends typiquement, la capacité à sortir indemne, Vagabonde? Je vois pas vraiment. Peut-être le côté, dans le jeu vidéo, tu te fais blesser, tu dois un medipack, et tu y retournes. Oui. On pense que c'est juste un impact qui disparaît. Oui, mais malgré tout, ouais, non, tu vois, parce que... Ouais, non, je dirais. Oui, effectivement, une personne dépourvue de conscience, il y en a qui réagissent comme ça, mais je pense que ces gens-là, justement, tu leur donnerais une arme, ils verraient pas non plus la responsabilité, ce sont les mêmes inconscients qui... De toute façon, quand on fait un braquage, on a déjà une certaine conscience du fait qu'on peut tuer. La plupart des braquages que j'ai vus, c'est des personnes armées. Ah, de toute façon, de toute façon, quand tu regardais les témoignages de braqueurs ou quoi, ils savaient que c'était le pire et que s'il fallait, il fallait, tu vois. Ouais. Ils voulaient l'éviter, tu vois. C'est la hantise du braqueur, c'est de tirer. Malgré ce que les gens y pensent. Parce que tu passes d'un vol à main armée à un meurtre. La réalité, c'est qu'une balle, mais malgré tout, KO, même si elle n'est pas systématiquement mortelle. Ben oui, même avec un gilet pare-balles, c'est comme prendre l'équivalent, je sais pas, d'une boule de bowling en pleine poitrine. Non, je pense que ce qu'elle veut dire, c'est plutôt l'aspect psychologique. Que si elle te tue pas, tu peux avoir les tests traumatiques de la violence, en fait. Que tu te prennes une balle, toute ta vie, même si tu es soigné, même si tu as une cicatrice, et que même si, tu vois, imaginons, tu reprends la totalité de ton bras, ça va, t'arrives à t'en sortir. Malgré tout, tu auras toujours ça qui viendra te hanter. Comme un grave accident de voiture. Voilà. En effet. Ma douce te blasée sur le... D'accord. D'abord les blessures physiques dans l'immédiat, et ensuite, dans un second temps, le traumatisme. Le mental arrive après. C'est ça. Du coup, c'était notre sujet léger de la soirée. Bah, ça va, tu vois, honnêtement. Mais c'est plutôt pour... c'est le côté, tu vois, malsain. On fait passer quelque chose en augmentant le danger au niveau de la population. Ouais, puis finalement, est-ce que c'est pas le projet de la peur, continuer à mettre la trouille aux gens pour qu'ils n'agissent pas, hein. D'ici 5 ans, ils diront que la France est saturée d'armes et de munitions et que c'est la faute de telle ou telle partie, mais de telle population, et qu'il faut faire quelque chose. Parce que maintenant, ils diront, en face, ils peuvent être armés. Parce que l'accès aux armes est devenu facile, en partie. Non, puis je pense que, tu vois, c'était ça qui était bien malgré tout en France, c'est quand même que à la fois ça pouvait être contraignant et à la fois ça pouvait être contraignant et à la fois ça pouvait être bien. C'est que justement l'accès aux armes, elles étaient ultra limitées. Ouais. C'est-à-dire que l'obtention du permis de port d'armes en France, t'as intérêt à quand même t'accrocher si tu veux avoir ton arme, quoi. C'est pas une balade de routine, quoi. Et ça coûte cher. Et ça coûte très cher. Donc en fait, ça limite l'accès. Je pense pas que prendre le modèle américain et le démocratiser, en fait, parce que bon, là, ça reste des balles. Oui, mais c'est comme tout, on commence par les balles et après on va aux armes. Donc je pense pas que le modèle américain soit un exemple à suivre. Du tout, non.
Là-bas, on peut carrément acheter certaines armes dans des magasins. C'est justement ce qui faisait justement l'exception et l'Europe. Tu vois, moi je me rappellerai toujours, tu sais, de ce reportage de Bowling for Columbine qui expliquait justement en Europe. Non, pas forcément, tu vois. Puis il y a aussi une approche de la culture. Enfin, dans Bowling for Columbine, il y avait aussi le rapport canadien. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. J'allais revenir sur ça. Justement, qui était frontalier, qui avait aussi accès aux armes, qui était justement basé sur le modèle français. Donc, mais il me semble pas quand même malgré tout. Je dis peut-être une connerie, je sais pas, je m'avance pas, je sais pas du tout. Mais il me semble pas quand même malgré tout que au Canada l'accès aux balles ou aux armes soit aussi facile qu'aux États-Unis. Tu vois, je pense pas que tu vas au Walmart et tu puisses acheter un M4 ou un M16 ou un HK aussi facilement, tu vois, comme tu pourrais le faire. Ça, faudrait vérifier, mais je pense que l'accès aux armes au Canada est beaucoup plus simple qu'en France. Ça, je pense. C'est pas le modèle américain où c'est libre service, mais je pense qu'au Canada, c'est quand même très facile d'accès. À côté, tu as un contre-exemple, c'est le modèle japonais. Pratiquement personne n'a le droit de port d'armes. C'est extrêmement limité au sein de la police ou au sein des gardes du corps. C'est aussi pour ça que là-bas, c'est des attaques à main armée, couteau. Ouais, l'arme blanche. Mais l'arme blanche, la France connaît aussi maintenant, de plus en plus. Ouais. Donc, vous saurez ce que vous achèterez comme cartouche quand vous aurez chez votre buraliste la prochaine fois. Et vous en remercierez le fait qu'il prenne bien soin de vous. Je vois déjà la scène. Bonjour, je voudrais un paquet de gauloises et accessibilité-moi une petite boîte de chevrotine. Un calibre 12 et un café, on s'en va. C'est un café. Dom Mordy a raison sur la libéralité canadienne. Le modèle canadien est inventé par Moore dans Bowling for Columbine. C'est exactement ce que Yvon a dit. En fait, juste pour revenir sur Bowling for Columbine, Moore partait avec un certain a priori, il le dit, et à la moitié du documentaire, il dit, jusqu'à qu'il est allé au Canada pour découvrir comment ça fonctionne là-bas, et là, il a changé d'approche. Il a remarqué que le problème, surtout aux États-Unis, c'est un problème culturel, pas juste une facilité économique. Culturelle et aussi de paupérisation. Il voit aussi la misère comme le développement de la violence. La paupérisation. Ou là où le Canada est un modèle beaucoup plus européen, il y a du social, beaucoup de social. C'est pas, enfin, tu vois, le modèle du logement social au Canada ressemble beaucoup plus au logement du modèle social en France. Il l'est encore aujourd'hui d'ailleurs. Et là, voilà. Tandis qu'aux États-Unis, bon, ben, allez du côté de Détroit, puis vous verrez ce qu'il y a de logement social aux États-Unis. Rester près des Grands Lacs et aller à Chicago, c'est ça, bien sûr. Et voilà, donc, comme tu le dis, la vente d'armes, oui, mais uniquement dans un pays très socialiste. Et comme l'Union européenne, c'est l'URSS, forcément, il faut qu'on y passe. Mais justement, pour faire la transition idéale, donc passons d'un pays socialiste à un pays plutôt libéral. Quel est le sujet de la troisième partie de la soirée ? Notre ami, le cher président argentin, qui découpe les ministères à la tronçonneuse. Il fait une coupe brute dans le budget de l'État. Voilà. Il tranche dans le vif. Non, plus sérieusement, ça va être un sujet où on va regarder. On avait parlé en fait des BRICS d'une bipolarisation du monde, et en fait finalement, c'est peut-être pas aussi simple que ça paraissait sur le papier. Il y a toujours une exception. Moi, je pense même qu'il risque d'avoir 4 pôles. Carrément. Là, on va en traiter un troisième, mais il y a un quatrième pôle qui est en train d'émerger. Voilà, il faudra que tu m'en parles, celui-là. Le commentaire de Vagabonde. Oui, à la nuance près qu'en Suisse, tous ceux qui ont fait leur service militaire ont... Un instant. Voilà. D'hommes morts. En Europe, le plus proche modèle est le modèle suisse. C'est une question de culture et en fait de religion. Vagabonde. Oui, à la nuance près qu'en Suisse, tous ceux qui ont fait leur service militaire ont gardé leurs armes. Quasiment personne n'a de munitions à la maison. Ça, c'est le seul aspect sécurité qui était traité dans la déclaration du ministre et du
Ah, en fait, il n'y a pas... Président de la Confédération, c'est le stockage des munitions qui était fait par les personnes qui allaient en armurerie et qui en... Mais maintenant, ce sera beaucoup plus simple parce que regarde, il y avait un ancien policier qui avait dit ça sur une interview, c'était que il sait très bien comment ça va se passer maintenant. Dans des petites communautés, on saura qui achète quoi. Ouais, Donc, bien sûr, c'est une façon de tracer, quoi. Un braqueur doit qu'à suivre la personne qui a acheté les munitions jusqu'à chez elle, et il saura que avec ce type Et de comme c'est le service des arnaque. douanes, comme c'est déjà le service des douanes qui fournit le tabac, ce sera le service des douanes qui va gérer les balles qui seront tracées par la douane. Donc on arrivera facilement à retracer balistiquement où ça a été acheté, et puis après il n'y a plus qu'à faire l'abattu, et puis tu trouves à qui appartient la balle, quoi, appartenu à parmi les chasseurs. Et Dom Mort dit c'est pas faux. Bah, c'est suisse, il comprend pas. Et donc c'est peut-être ça, quand ils disent plus de sécurité, c'est ça. Pas pour le buraliste. Du côté de l'État, c'est moins de faire contrôle. Le buraliste. Pas moi, j'ai des lunettes. Vagabond. Ouais, donc je réponds à ce que disait le vagabond par rapport aux soldats suisses. Ce qui est intéressant aussi avec le cas suisse, c'est qu'effectivement, ils font leur service militaire, ils ont pas besoin, ils ont leurs armes, mais ils ont pas à stocker. Ce qu'il faut que tu comprennes aussi, vagabonde, c'est que la Suisse, elle a la possibilité de paralyser son pays sur moins de 24 heures. Il n'y a plus personne qui rentre dans le pays qui en ressort. Les accès à la Suisse sont limités par les tracés dans la zone montagneuse, donc c'est facile de couper l'accès à tout autre pays. Non, il n'y a pas que ça. C'est surtout que tu sais que c'est blindé de C4 dans le tunnel en bas. Donc en fait, ils font péter le tunnel en fait. Ça fait partie du plan suisse en cas d'attaque. Dissuasion par cicatrisation. Donc en fait, une petite partie sera rentrée, le reste ne pourra plus rentrer, et après les Suisses récupèrent les armes et finissent le travail. En gros, c'est comme ça qu'ils voient la défense du territoire. Et c'est pour ça que même dans les années 40, il faut savoir, ça c'est très intéressant de savoir, il faut savoir que même l'artiste raté autrichien n'a pas voulu se frotter aux Suisses, justement. Parce qu'il avait conscience de ça. Que c'était un truc à se casser les dents. Les Suisses ont toujours fait peur par la dissuasion, justement, du point de vue sécuritaire, justement, de leur pays. Enfin, il faudrait que je te montre, il y a un reportage sur ça. Il faudrait que tu me passes. C'est un truc de fou. La sécurité en Suisse, c'est un truc de malade. C'est les seuls qui sont neutres, mais franchement, vaut mieux pas aller les emmerder, tu vois. Je te dis honnêtement. S'ils font peur même aux peintres autrichiens, je comprends. Parce que les gens des arts plastiques, c'est des malades, attention, hein. Faut pas les chercher. Achetez leur tableau. Oui, Vagabond nous a tout piégé, d'accord. La seule plaine qui offre un accès simple et longé de blocs anti-char. Tu vois. Donc en fait, ils peuvent pas rentrer, ils vont se casser les dents. Ils ont tellement mis un système de sécurité, mais quand je te dis que c'est poussé, c'en est à la limite de l'obsession et de la paranoïa. Et pourtant, ils passent pour un peuple extrêmement pacifique, de gens sympas. Malgré une présence d'armes, de tunnels bourrés de C4, etc. On a raté quelque chose en essayant de comprendre la Suisse, en fait. Bref. C'est la fin de la deuxième partie de la soirée. On va se retrouver dans quelques instants pour la troisième, qui concernera justement le nouveau président fraîchement élu argentin, avec les propositions économiques qu'il a pour son pays, et aussi par rapport à comment est-ce que ce modèle rappelle d'autres modèles économiques. L'émergence de nouveaux blocs, même au monde. Voilà.